L'histoire m'a été contée en Irlande, dans un bar enfumé de Kildare, par un vieux fumeur de pipe, buveur de bière, au visage en forme de harpe, sous les cheveux couleur de brouillard. La voici, telle qu'elle est restée inscrite dans ma mémoire, que le temps range de temps en temps au gré des jours, des saisons et d'une certaine mélancolie tenace, entretenue par les souvenirs. Un soir de brume et d'automne, un étranger venant de Dieu sait où, débarqua sur le port de Dublin. Son ombre portée de réverbère en réverbère le conduisit jusqu'à l'auberge, tenue par un loup de mer à la retraite, Tim O'Irish, en dehors de la ville, sur la route de Kildare. Devant l'enseigne, il jeta quelques pièces dans le chapeau d'un mendiant. Le clochard le regarda s'éloigner en remarquant pour lui seul que les pas qui portaient l'inconnu ne faisaient pas plus de bruit que le brouillard. À la lumière des néons, l'ombre devint un homme de haute taille, d'une cinquantaine d'années, au beau visage grave. Il portait des vêtements kaki, imperméabilisés à la manière des militaires américains en campagne. Son visage avait la couleur du cuir tanné de ceux que Ross, au coin du monde, les 4 vents. Ses rides venaient de l'expression et du malheur. Les yeux bleus pâles semblaient retenir des continents perdus. Les hivers additionnés avaient blanchi ses cheveux. L'homme posa la main gauche sur le comptoir en bois verni. Tim O'Irish vit aussitôt l'annulaire où brillait une chevalière d'or avec la harpe des armes de l'Irlande. Me serait-il possible de manger et de dormir ici cette nuit? Mais certainement, sir. Allez vous asseoir là-bas, près du radiateur, il y a une petite table pour deux. Je suis seul. Mais il n'y a jamais de table pour un, sir. C'est vrai, il n'y a jamais de table pour un. Il mangea en silence, s'essuya les coins de la bouche de 2 petites tapes avec sa serviette à petits carreaux qu'il n'avait pas dépliée, se leva, salua de 2 doigts en V et monta l'escalier qui menait aux chambres du premier étage. Un silence général accompagna sa sortie. Oh, c'est quand même drôle, ça. Ce bonhomme-là doit bien peser ses 160 livres et il ne fait même pas craquer une marche. L'homme quitta l'établissement avant l'aube, alors que tout dormait encore. Il laissa sur le comptoir une somme d'argent nettement supérieure à celle qu'exigeait sa note, et il s'en alla sur la route de Kildare, dans le brouillard, à couper au couteau. Finalement, il arriva, avant la ville, au bout d'un hameau où les paysans élevaient des moutons et des porcs. Sur un panneau, on pouvait lire « Kildare, 20 miles ».
En haut d'une côte en terre battue, bordée d'églantiers, d'aubépines et d'autres espèces d'arbustes roussis par l'automne, l'étranger s'arrêta devant la grille rouillée d'un manoir sur laquelle était pendu un écriteau. Il la poussa, entra, suivit une longue allée bordée d'arbres centenaires. Au fond s'élevait un petit château en briques roses. L'homme monta l'escalier de marbre, ouvrit une porte à 2 battants, traversa la moitié d'un hall orné d'armures et de portraits anciens, ouvrit une porte à gauche, entra dans un salon aussi vaste qu'un musée, éclairé par des lustres et des candélabres aux cierges allumés. Devant la cheminée, où brûlait un feu de bûche, un lévrier anglais à poil ras était couché sur un tapis d'Orient. L'homme lui caressa la tête, gratouilla le derrière des oreilles. « C'est gentil, milord, de m'avoir attendu. » L'homme s'éloigna, regardant autour de lui. Le chien le suivit en remuant la queue. L'homme s'arrêta dans l'ombre devant un mur où demeurait visible l'emplacement d'un tableau. Dans un angle dièdre, une horloge murale battait comme un cœur. C'est bon de rentrer chez soi. Qui a fait du feu? C'est moi, ton chien, pour le meilleur et pour le pire. Et la lumière? J'ai aussi allumé les lustres et les candélabres. C'est bien. Tu es un bon chien. Comment as-tu fait? Ce n'est pas une affaire d'homme. Bon, garde tes petits secrets. Je vais me changer. Il en est grand temps. Quelques instants plus tard, l'homme redescendit, portant un tableau qu'il accrocha sur le mur du salon, à l'endroit où il en manquait un. Il était vêtu d'une robe de chambre de cour, en velours grenat, brodé d'or, coiffé d'une perruque anglaise, retenue sur la nuque par un ruban, chaussé de pantoufles à boucles. Le tableau accroché, il revint vers la cheminée en se frottant les mains, trouva sur le marbre une vieille pipe d'Anil, un pot à tabac. Il remplit le foyer de la pipe, alluma le tabac. Une bonne odeur de pain d'épices envahit le coin de cheminée. L'homme se servit un liquide à la robe entre rose et bordeaux, s'approcha du fauteuil le plus proche du feu, s'y assit, le verre en main. Il but une petite gorgée, la garda un moment dans la bouche, avant de l'avaler, les yeux fermés. Ce Rérès est toujours aussi fameux. Les hommes éprouvent souvent le besoin de se conserver dans l'alcool, comme les cerises à l'eau de vie. Je te croyais endormi. Je méditais. Tu méditais? Et peut-on connaître le sujet de ta méditation? L'étonnement. Tu m'étonneras toujours. L'étonnement conduit à l'intérêt, et l'intérêt à l'amitié et à l'amour. Tu sais trop de choses pour un chien normal. C'est un autre sujet de méditation. Quoi donc? Ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Je ne saurais pas dire si tu es un maître normal. Moi non plus. Chien qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Je suis resté seul trop longtemps. J'ai fait 3 fois le tour du monde. Et moi, 3 fois le tour du temps. Maintenant, nous sommes réunis. Qu'il en soit ainsi.
Le lendemain, à Kildare, Miss Katie O'Neill, une vieille fille fortunée, encore fort jolie et désirable, allait trouver son notaire, maître Shannon, veuf hépatique, qui s'obstinait à lui faire une cour qu'elle jugeait inutile et déplacée. En fait, Katie O'Neill n'avait jamais trouvé un homme digne de l'accompagner dans l'existence. Alors elle en avait pris son parti, ce qui ne l'empêchait nullement d'être coquette et fort soignée de sa personne. Elle portait, ce jour d'automne, un ensemble venu de Paris, qui mit le notaire en émoi. Oh, que vous êtes jolie. On dirait le printemps en automne. Vous n'êtes qu'un affreux flatteur. Dites-moi plutôt si le manoir dont vous me parliez la semaine dernière est toujours à vendre. Kildare devient bruyant. J'aimerais vivre à la campagne, près des oiseaux. Ah, ça c'est vrai que notre ville est bruyante. Je ne peux plus ouvrir mes fenêtres. J'ai l'impression que les autobus roulent dans l'étude sur mon bureau. Alors, ce manoir? Il est toujours à vendre. Dans ce cas, allons le visiter. Ma voiture est en bas, juste devant la porte. Oh, mais savez-vous que c'est interdit de stationner devant l'étude? Oh, je ne vais pas dormir ici. Oh non, bien sûr. Bien que... Je suis à votre disposition, Miss Katie. Comment? Ah oui. Bon. Eh bien, venez. Voilà votre chapeau, votre manteau, vos gants. Doucement. Ne me bousculez pas. Vous savez que j'ai mal au foie. Toute l'Irlande sait que vous avez mal au foie. En bavardant, ils traversèrent un hameau où les paysans élevaient des moutons et des porcs, montèrent une côte bordée d'arbustes roussis par l'automne, s'arrêtèrent devant une grille rouillée sur laquelle pendait un écrit. Sur l'écriteau, on pouvait lire « À vendre ». S'adresser à maître Shannon, notaire à Kildare. À gauche, sur une colonne en briques roses, une plaque portait l'inscription « Killarney Manor ». Le notaire ouvrit la grille qui grinça. Ils remontèrent une longue allée bordée d'arbres centenaires jusqu'au bas d'un escalier de marbre. Mais c'est un vrai château! Un grand manoir. Les ducs de Killarney avaient leur domaine ancestral de l'autre côté du pays, dans la province de Munster, au sud. Et ce manoir? Eh bien, ici habitait autrefois Sir Christopher. Ça me paraît un peu grand pour un homme seul. Oui, enfin, on ne construit pas les châteaux pour un homme seul, il y a des facteurs dans la vie. C'est vrai, il y a toujours des facteurs. Sir Christopher vivait ici avec ses domestiques et son chien, Milord, quand il n'était pas ailleurs, n'est-ce pas? Il n'avait pas de femme? Eh bien, il n'a jamais trouvé chaussure à son pied, si j'ose dire. Moi non plus. Pas d'enfant, bien entendu. Non, n'est-ce pas? Il n'avait pas de femme. Ce n'est pas facile de rencontrer quelqu'un qui sait être dans le zig quand vous êtes dans le zag et dans le zag quand vous êtes dans le zig. Oh, vous avez de ces trouvailles, Miss Katie. Alors, voici le grand salon. Vous pouvez le voir en parfait état de conservation. Aucun meuble, bibelot, tableau n'a été bougé depuis la mort de Sir Christopher. Le tout est d'époque, n'est-ce pas? C'est étrange. Oh oui, Miss Katie. Je ne sais comment vous expliquer. Expliquer quoi? Vous ne trouvez pas qu'il fait chaud ici? On dirait que c'est chauffé. Mais voyons, Miss Katie. Cette demeure n'a pas été habitée depuis plus d'un siècle. Vous ne trouvez pas qu'il fait chaud? Oh, moi, vous savez, j'ai toujours froid. Le foie, n'est-ce pas? Cette pièce donne l'impression qu'on y attend quelqu'un. L'horloge, elle marche. Ces vieilles mécaniques, ça vous dépasse la vie d'un honnête homme, vous savez. Écoutez. Mais je n'entends rien. Il y a un autre bruit que celui de l'horloge. Vous rêvez, Miss Katie. Ces vieilles demeures ont toujours l'air d'être un peu hantées.
Il y a une odeur. Mais qu'est-ce que vous allez chercher? Une odeur... Vous ne sentez pas? Ah si, ça sent le renfermer. Non, ça ne sent pas le renfermer. Hein? L'humidité. Mais vous n'y êtes pas du tout. Ça sent l'eau de Cologne. L'aftershave. L'aftershave? De luxe. Un homme raffiné est venu dans cette pièce. Oui, j'y suis venu la semaine dernière. Oh, il ne s'agit pas de vous, voyons. Oh, enfin, je suis le seul à posséder les clés du manoir, Miss Ketty. Pourtant, quelqu'un qui n'a pas votre odeur est venu ici. Ce quelqu'un-là utilise une eau de toilette de luxe. Et il fume la pipe. La pipe? Oui, la pipe. Ça sent aussi le clan ou l'Amsterdamer. Vous savez tout ça, vous, qui vivez sans homme? Vous oubliez que mon père était un homme, maître Shannon. C'est juste que Dieu ait son âme. Mais pour en revenir à votre odeur... Je vous dis que quelqu'un est venu ici. Et moi, je vous dis, Miss Ketty, que vous avez trop d'imagination. Les gardiens avaient fort bien entretenu les lieux, c'est vrai, mais enfin, ils sont morts depuis 25 ans. Ils étaient les petits-enfants de ceux qu'il y avait ici autrefois quand Sir Christopher était vivant. Alors, je vais commencer à croire aux facteurs. Ah oui, ça, les facteurs. Ce sont peut-être les héritiers, ces facteurs. Ils ne sont que les petits-neveux. Je ne les ai jamais vus par ici. Ils vivent aux États-Unis, près de Washington. Sir Christopher? Il est mort depuis plus de 100 ans dans une île du Pacifique. Pourquoi aller mourir au bout du monde? Il ne faisait que courir les mers sur son 3-mâts. Il a franchi le Cap Horn? Plusieurs fois. Et le triangle des Bermudes? Je ne sais pas où je crois. Oh, la vie est mal emballée. Comment ça? Voilà un homme qui ne trouve pas de femme, et moi qui ne trouve pas de mari. Mais je viens au monde trop tard, ou lui trop tôt, ce qui revient au même. Il y a d'autres hommes. Pas pour moi. Ketty O'Neill, le visage grave, s'arrêta devant un tableau qui représentait un grand seigneur, très beau, en habit de cour. À ses pieds était couché un lévrier anglais à poil ras. Sir Christopher. Mais comme je vous l'ai dit, il n'a jamais trouvé une femme pour la vie. Comme les intrigues de la cour ne lui plaisaient pas, il parcourait le monde et courait après Dieu sait trop quoi. Le destin est un farceur. Eh oui, il y a dans la vie des facteurs. Oh la barbe avec vos facteurs. Lors de son dernier voyage, il n'a pas pu emmener son chien Milord, que vous voyez, là, sur le tableau. Le chien en est mort, dans cette pièce même, devant la cheminée. Pauvre bête. Il a des yeux presque humains. Je suis certain qu'il est mort le jour où Sir Christopher est lui-même décédé. C'est un vrai roman d'amour. Oh, Maître Shannon. Et qu'avez-vous, Maître Shannon? Le tableau. Eh bien quoi, le tableau? Sir Christopher n'y figurait plus. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, un peu avant son départ pour les mers du Sud, il y a eu un accident. Le tableau se décrocha et tomba sur un candélabre qui le transperça. La toile s'est déchirée. Justement à l'endroit où était peint Sir Christopher. Et alors? Alors Sir Christopher fit porter la toile au grenier. Et vous le voyez comme moi? Il est là, intact, sur le tableau. Quelqu'un a peint une autre toile, le même peintre, probablement. Oh, c'est tout à fait impossible. Sir Christopher est mort cette année-là. Il n'est jamais revenu au manoir. Il y avait 2 tableaux. Non, et puis il y a autre chose, Miss Ketty. Le cadre? Non, l'âge. L'âge? Oui, l'âge. Sir Christopher était plus jeune sur le portrait déchiré. Oui, j'en ai une photographie à l'étude. Sur celui-ci, il fait bien la 50aine. Oh, il a beaucoup d'allure et de charme. Certainement, mais sur l'autre tableau, il avait 30 ans. Oh, vous êtes un vieux romantique. Je vous dis qu'il y a 2 tableaux. Un crevé au grenier, un intact sur le mur. Non, cela ne peut pas être. Sir Christopher est mort à 30 ans, 33 peut-être. Cessez de vous creuser la tête.
Je ne suis pas venue acheter le portrait de Sir Christopher, mais son manoir. Allons, si vous me montriez les autres pièces. Ouais. Ne restez pas plantés là, vous allez réveiller votre foi qui dort. Katie O'Neill avait presque réussi à détourner l'attention du notaire quand elle buta elle-même sur quelque chose qui traînait sur le tapis d'Orient et qu'elle envoya d'un coup de pied à l'autre bout de la pièce. Tiens, qu'est-ce que c'est? Un nonos. Quoi? Un nonos. Un os à chien, quoi. Un os à chien? Bien nettoyé, bien rangé, vous pouvez me croire. Oh, ça c'est incroyable. Le ménage était toujours fait au manoir de manière irréprochable. Je vois. Oh, il y a un verre sale sur la console. Toujours les facteurs, hein? Des facteurs de désordre, bien sûr. Du Jerez, d'excellente qualité. Ça, je ne comprends pas. Et les cendres dans la cheminée, elles sont là depuis un siècle? Je suis certaine maintenant que quelqu'un qui connaît bien la maison est venu au manoir. Ce quelqu'un a fait du feu, fumé la pipe, bu du Jerez, comme chez lui. C'est tout à fait inexplicable. Oh, je crois qu'il est temps pour moi de prendre ma retraite et d'aller élever des moutons. Il y a certainement une explication logique. Oui, ça, des facteurs étrangers. Oh, il ne manquait plus que cela. Allons, bon, voilà la tempête maintenant. Après le brouillard, le vent a tourné. Allons, venez, maître Shannon, retournons à l'étude. Ce château me plaît, malgré l'homme invisible. Vous achetez le manoir? Mais je suis venue pour cela, non? Allons signer l'acte de vente. Katie O'Neill s'installa à Killarney Manor l'automne suivant. Il avait fallu l'année pour restaurer la vieille demeure. 3 mois pour en changer le décor et le mobilier. Il y avait maintenant le gaz, l'électricité, le chauffage central et le téléphone. Cependant, pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, la nouvelle châtelaine garda intact le grand salon avec, pendu sur le mur, le portrait de Sir Christopher et de son chien Mylord. Là, il n'y avait aucun radiateur et l'éclairage demeurait au candélabre et aux bougies. Malgré l'importance de la maison, Katie ne prit pour l'aider dans ses travaux domestiques qu'une gouvernante nantie du permis de conduire, ce qui facilitait les courses au village et à Kildare. Émilie dormait dans l'aile droite du château. Dès les premiers instants, elle s'était attachée à la nouvelle châtelaine, à la manière des chiens fidèles, à la vie, à la mort. Elle non plus n'avait pas trouvé à se marier, malgré une bonne humeur constante, un physique agréable, des qualités de véritable maîtresse de maison. Elle pratiquait parfois un humour grinçant, bien à elle. C'était probablement la raison de son célibat. C'est toi, Émilie? Qui voulez-vous que ce soit, hein? Le Saint-Esprit? Quelle nouvelle à Kildare? Maître Shannon a mal au foie. Maître Shannon a toujours mal au foie. La route est une vraie patinoire, il gèle à fendre un cœur de pierre. On aura de la neige pour Noël, c'est sûr. Pour en revenir à Maître Shannon, il devrait se remarier. À 60 ans, un homme est encore vert. Maître Shannon est plutôt entre l'endive et le poireau. Il ferait pour toi un mari présentable. Oh, ne parlez pas de malheur. Vous voulez que je lui serve son brandy au lit? Il boit parce qu'il est seul. Vous êtes seul et vous ne buvez pas. Je suis seul et je ne bois pas. Il boit parce qu'il aime boire, c'est tout. Non, ça ne vient pas tout seul, ces choses-là. La queue des bêtes vient bien sans qu'on la tire. Oh, tu as toujours le dernier mot.
Le 24 décembre, en fin d'après-midi, Émilie trouva la châtelaine de Killarney Manor en pleine décoration de l'arbre de Noël dans le grand salon où elle se tenait la plupart du temps. Elle avait dressé le sapin chamarré sur la console, débarrassé des verres et de la carafe. Sur une table roulante, devant la cheminée, le couvert était mis en tête-à-tête. Ah, Miss Kitty, quel dommage. Pourquoi dommage, Émilie? Noël est une fête pour les enfants. Et alors? Et des gosses, il n'y en a pas? Il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Oh, tu sais, je suis restée très enfant. Pour un peu, je te demanderais de retourner à Kildare, m'acheter un lapin en peluche ou un petit âne. Oh, j'adore les petits ânes, avec leurs oreilles en feutre gris. Vous auriez dû vous marier, belle comme vous l'êtes. Aujourd'hui, vous auriez même des petits-enfants. Mon destin était de n'avoir ni mari ni enfant. Eh bien, c'est bien dommage. Mais toi, tu peux encore en avoir des enfants. Je ne vous quitterai jamais, Miss Kitty. Mais qui te parle de me quitter? Il y a bien de la place pour un homme dans le château, et justement pour des enfants. Non, Miss Kitty. Vous voyez, c'est idiot la vie. On loupe toujours le bon train. Ou alors on monte dans celui qu'il ne fallait pas prendre. Alors moi, je préfère rien du tout. Le train fantôme, quoi. Ce soir-là, alors que dans toute l'Europe, les familles réveillonnaient à la dinde, la châtelaine solitaire et sa gouvernante dînèrent l'une en face de l'autre à 20h30 d'une assiette de poisson fumé et d'un pudding arrosé de 3 coupes de champagne. À 10h, Émilie débarrassa la table. Elle rechargea le foyer de la cheminée, se retira sur la pointe des pieds, laissant Katie O'Neill endormie dans son fauteuil. Quelque chose d'indéfinissable réveilla la dormeuse au milieu de la nuit. Elle mit quelques secondes à réaliser qu'elle était assise au coin du feu et non pas couchée dans son lit. Tout à coup, elle sentit une présence. En même temps, quelque chose soulevait son coude. Avec stupeur, à la lumière des lustres et des candélabres toujours allumés, elle vit le museau d'un chien pointé sous son bras gauche. Un lévrier à poil ras. Oh, ça! D'où sors-tu, toi? Elle lui caressa la tête. Il avait de beaux yeux couleur de noisette, plein d'amitié. Il découvrait ses crocs blancs dans une sorte de sourire. Je t'ai déjà vu quelque part. Mais où? Elle se leva, alla chercher dans une soucoupe l'os qu'elle avait trouvé lors de sa visite au manoir en compagnie du notaire. Elle l'avait gardé sans raison définie, malgré la colère et la désapprobation d'Émilie, comme elle avait conservé tout ce qui se trouvait dans le salon. Tiens, voilà un onos qui devrait bien faire ton affaire, hein? Ah, il est peut-être un peu usé, mais c'est tout ce que je possède. Je ne t'attendais pas, alors il faudra t'en contenter. Le chien s'empara de l'os dans un délire de satisfaction. Il s'installa devant le feu et se mit à le ronger consciencieusement. Katie, accroupie sur ses talons, lui gratouillait les oreilles, quand elle porta son attention sur le collier. Il ne ressemblait à aucun de ceux qu'on vendait dans le commerce, tressé dans un cuir souple et incrusté de petits rubis. Dieu du ciel! Tu es le chien de la reine d'Angleterre! Elle tourna le collier autour du cou de l'animal, finit par tomber sur une plaque en or, sur laquelle elle lut
en avalant sa salive. Je suis Milord. Mon maître, Lord Christopher de Killarney, vous prie, si je m'égare, de me ramener au manoir. D'abord, Ketty parut statufiée. Puis elle lâcha le collier, porta la main à sa bouche. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mais... j'ai bu trop de champagne. Il me vient des hallucinations. Elle tendit la main, attrapa la peau sur le dos du lévrier, pinça. L'animal pleura, lâcha l'os, lécha la main qui l'avait tourmenté. Oh, mais tu es vivant, mais... Attends, ne t'en vas pas, Milord. Le chien s'était échappé. Les oreilles couchées, la queue entre les pattes, il se sauvait, en rasant le mur. Milord, reviens ici. Arrivé devant le tableau, il jeta sur la châtelaine un regard plein de reproches, lança un jappement bref et sauta dans la toile, sans bouger le cadre. Aussitôt, il reprit les dimensions du portrait et la position couchée au pied de son maître. Miss Ketty O'Neill avait glissé sur le tapis, évanouie. Lorsqu'elle revint à elle, elle vit un gentleman de grande allure penché au-dessus de son visage. Il essayait de lui faire avaler un verre de Jerez. Elle reconnut l'homme du portrait, Sir Christopher de Killarney. Près de lui, le lévrier s'agitait et poussait de petits cris. Ce ne sera rien, Milord, elle revient à elle. Je n'ai de ma vie rencontré personne aussi aimable. Ketty O'Neill ouvrait des yeux démesurés. La bouche ouverte, elle était prête à s'évanouir de nouveau. Oh non, pas ce rêve, pas cet homme, pas ce chien. Allons, calmez-vous. Vous ne rêvez pas. Je viens bien tard, c'est vrai, mais n'est-ce pas mieux que jamais? Oh, pour l'amour du ciel. Oh, Milord, elle s'est encore évanouie. Tes procédés sont un peu brutaux, peut-être. C'est à cause de toi. Nous n'allons pas nous disputer. Porte-la plutôt sur le canapé. Sir Christopher porta Ketty sur un divan où il l'allongea avec précaution, comme s'il avait peur de la briser. Le lévrier léchait les mains de la belle évanouie en poussant des cris d'impatience. Attention, la gouvernante. Nous avons fait trop de bruit. Vite, dans le mur. Quand Émilie entra dans le salon, elle trouva la châtelaine de Killarney Manor sur le canapé. Elle crut qu'elle était allée se coucher là, au lieu de monter dans sa chambre. Miss Ketty, ça n'est pas raisonnable. Où sont-ils? Elle s'agrippa au bras de la gouvernante. Qui ça, Miss Ketty? Ah, vous avez fait un cauchemar. Il faut aller vous coucher dans votre lit. Oh, ils étaient là. Mais qui? Cet homme, le chien. Vous avez fait un mauvais rêve. Je suis seule ici avec vous, comme d'habitude. Enfin, vous le voyez bien. Non, je n'ai pas rêvé. Venez dans votre chambre. Vous n'êtes pas bien à dormir tout habillée comme une émigrante. Allons. Attends. Oui? C'est toi qui allumes le feu dans la cheminée? Mais non, Miss Ketty. Comment non? Je ne l'ai jamais fait. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je croyais que vous aimiez vous occuper du feu. Je n'ai jamais vu la cheminée éteinte. Jamais? Pas depuis que je suis à votre service. C'est-à-dire au début de l'automne. Émilie, je n'ai pas touché une allumette ni une feuille de papier. Je n'ai jamais allumé ce feu, Émilie. Moi non plus. Alors? Mais je ne sais pas, Miss Ketty. J'ai toujours trouvé ce feu allumé en venant dans le salon. Non, là, je ne crois plus à la queue de tes bêtes. Je ne comprends pas. Tu dis toujours que la queue des bêtes vient sans qu'on la tire. Eh bien, je ne crois pas au feu qui s'allume tout seul. Moi non plus. Ah, attendez, je m'assois. Oh, Miss Ketty, mais vous êtes toute pâle. Émilie, cette nuit... Oui, Miss Ketty. J'ai vu Sir Christopher et son chien Milord. Bah oui, moi aussi. Qu'est-ce que tu dis? Sur le mur du salon. Explique-toi. Mais ne me serrez pas le bras comme ça. Parle! Mais parle donc! Où les as-tu vus? Mais comme vous, sur le portrait. Il ne s'agit pas du portrait, Émilie. Sir Christopher et le chien étaient près de moi. En rêve.
On peut voir n'importe quoi et n'importe qui en rêve. Le monstre du Loch Ness, la reine d'Angleterre, Peter Pan... Je ne rêvais pas. D'abord, j'étais sur le tapis, devant la cheminée, avec le chien. Je ne l'avais pas reconnu. Quand j'ai vu son nom sur le collier, j'ai commencé à douter de la réalité. J'en doute, mais si tu j'en doute. Et puis je l'ai pincé, pour voir s'il était bien vivant. Il a pleuré, s'est sauvé le long du mur, et puis il a sauté dans le tableau. Alors je crois que je me suis évanouie. Moi, je crois que c'est maintenant que je vais m'évanouir. Quand je suis revenue à moi, Sir Christopher était là. Il essayait de me faire boire du Jerez. Il a parlé. Je me suis évanouie de nouveau. Il a dû me porter jusqu'au canapé. Oh, non, ça ne tient pas debout, tout ça. Vous m'avez dit, et le notaire aussi, que Sir Christopher était mort depuis plus de 100 ans. C'est vrai. Oui. Eh bien, moi, je ne crois pas aux fantômes. Ni en Écosse, ni en Irlande. Émilie. Oui. Les lustres. Quoi, les lustres? Les candélabres. Eh bien, quoi, les lustres, les candélabres? Tu ne les allumes pas non plus? Non, pourquoi? Tu as aussi pensé que j'aimais m'occuper des cierges et des bougies? J'avoue n'y avoir jamais réfléchi. C'était allumé, c'est tout. Je n'ai jamais allumé un cierge ni une bougie, Émilie. Maintenant que vous m'y faites penser... Oui, Émilie. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi me regardes-tu comme si j'étais la fille de Dracula ou la fiancée de Frankenstein? Miss Letty... Je t'écoute. Miss Letty, la solitude ne vous vaut rien. C'est-à-dire? Enfin, vous faites peut-être des choses sans le savoir. Émilie? Enfin, machinalement, je veux dire, en pensant à autre chose. Je te vois venir. Dis-le, mais dis-le donc, ce que tu as sur la langue. Ça m'arrive à moi aussi d'être distraite. En voilà assez. Je ne suis ni une malade, ni une refoulée qui se fait du cinéma. Non, mais je n'ai pas dit ça. Et puis pourquoi pas toi, hein? Pourquoi pas? Moi aussi, je suis en droit de me poser des questions. Oh, Miss Letty, je suis en parfaite santé, et je n'ai jamais cru au revenant, vous savez? Alors cesse de me considérer comme une possédée du Moyen-Âge, qui a vu Belzébuth ou Astaroth. Enfin, il doit bien y avoir une explication toute belle. Il faut la trouver. Nous allons fouiller le château de fond en comble. En attendant... Ah oui, en attendant, on va nous faire une tisane, une verveine. Ah oui, ça nous ferait du bien. Ah oui, ça nous ferait du bien. Et ne me serrez pas le bras comme ça, Miss Katy. Restée seule, Katy se prit la tête entre les mains. Elle ne vit pas tout de suite le chien qui, comme la première fois, lui souleva le coude. Ce n'est qu'en sentant le nez froid contre sa main qu'elle le découvrit, en dégageant son visage bouleversé. C'est encore toi? Tu vas me faire devenir complètement folle. Le lévrier lui lécha les mains, le visage. Tant pis, tu es là. Sans raison apparente, elle se laissa aller, acceptant l'inacceptable. Le chien parut lui sourire quand elle releva la tête. Il lui donna même une patte amicale. Elle l'embrassa entre les yeux. Je te garde. Tu es beau et gentil. Mais enfin, qui peut bien allumer le feu, les cierges et les bougies? C'est moi, pardi. Toi? Oh! Mais tu parles? Tu parles? Les chiens ne parlent pas. Les gens ne les entendent pas. Mais les chiens n'allument pas les bougies? Tous les soirs, depuis plus de 100 ans. Oh. J'espérais toujours que mon maître reviendrait. Enfin, depuis l'année dernière, il est là. Depuis la veille du jour où vous avez acheté le manoir. Oh, mais tout cela est bien étrange. Je parle à une dame. Amène-la moi. Oh, où êtes-vous, Sir Christopher? Ici, dans le tableau. Katy vit un bras sortir du mur, la main à moitié fermée, 2 doigts en V. Milord,
Dis à cette exquise personne que je suis venu pour l'enlever à ce monde qui n'a plus aucun intérêt. Oh, mais je suis vivante, moi. Et qui diable a bien pu vous dire que j'étais mort? Vous serez ma compagne pour l'éternité. Je vous emmène ailleurs. Nous y vivrons heureux et aurons beaucoup d'enfants. Non, Milord. Venez. Mon maître vous attend. Dans un beau portrait de nous deux. Il fallait bien qu'il m'arrive un chien qui parle et qui allume le feu. Alors, Ketty eut l'air d'avoir 20 ans. Elle suivit Milord le long du mur jusqu'à la main tendue de Sir Christopher. Elle hésita un moment, puis, transfigurée, les yeux ouverts, et regardant démesurément l'homme à la dimension d'un portrait, elle rétrécit à vue d'œil, et à son tour, sauta légèrement dans la toile, suivie par le chien. Mon chien est un bon chien de chasse, un fin limier. Il vous a trouvé avant moi, qu'il en soit remercié. J'ai oublié mon os. Trop tard. Voilà la gouvernante. Tu iras le chercher quand elle sera partie. Dans leurs candélabres, les cierges s'éteignirent, sur les lustres les bougies, et le feu dans la cheminée. L'ombre et le silence envahirent le salon. Quand Émilie poussa la porte, elle ne trouva que l'obscurité. Pensant que Ketty avait enfin décidé de regagner son lit, elle retourna elle-même se coucher. Le lendemain, elle le chercha partout, la châtelaine de Killarney Manor, de la cave au grenier. Enfin, elle leva les yeux sur le tableau du salon, où les personnages étaient maintenant au nombre de 3, plus l'os entre les pattes du chien. Jamais elle n'avait vu à Ketty ce visage d'irréel bonheur, ni ces vêtements d'une autre époque. Plus tard, la gouvernante épousa le notaire, maître Shannon, probablement parce qu'il aimait aussi Ketty. Elle lui dévoila les mystères de Killarney Manor. Le notaire en fut tant choqué qu'il doubla aussitôt sa consommation de vieux brandy. Entre deux ivresses poussées jusqu'à trop loin, il divulgua ce qu'il savait à un comptoir. De bouche à oreille, l'histoire vogua du sud au nord, de Dublin à Londonderry, jusqu'au-delà des mers, jusqu'en Angleterre. Et c'est ainsi qu'elle vint jusqu'à moi, racontée par un fumeur de pipe, buveur de bière, dans un bar de Kildare, un soir, en Irlande.